Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. L'ex-politicien et journaliste Yves Michaud n'est plus celui qu'on avait surnommé le Robin des banques pour sa défense acharnée des petits actionnaires au fil du temps. Est décédé à l'âge de 94 ans à Montréal. De Montréal, d'ailleurs, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Il est mort sans avoir eu d'excuses de l'Assemblée nationale qui l'avait blâmé à l'époque. T'as tout à fait raison de commencer par ça, parce que moi, il faut dire, j'ai très bien connu M. Michaud à cette période. J'étais dans le début de ma vingtaine et j'étais très proche de lui à l'époque, donc le comité Solidarité, Yves Michaud et tout ça. Donc, je rappelle la séquence parce que pour moi, c'est un moment assez important de ce que j'ai appelé la culture politique post-référendaire. J'en ai même parlé dans mon premier livre, puis un peu dans mon deuxième. Pour moi, c'est un point tournant. Alors, on a les années, après le référendum de 95, il y a une contestation au Parti québécois. Cette contestation, c'est sur un Parti québécois qui est en train de relâcher ce qu'on appelle le nationalisme linguistique. Parce que, puis Lucien Bouchard, c'est le congrès du miroir, on s'en souvient, on dit si on décidait de ramener la loi 101 dans sa version d'origine avec les dispositions sur l'affichage, Lucien Bouchard dit « je ne pourrais plus jamais me regarder dans le miroir ». Donc, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir. Et Yves Michaud, lui, à ce moment-là, est un des porte-paroles de l'aile nationaliste la plus résolue du Parti québécois. Donc, il y a un conflit entre Lucien Bouchard et Yves Michaud qui remonte à ce moment-là. Je prends la peine de dire que j'ai beaucoup d'estime pour M. Bouchard en soi, même si je vais être très sévère à son endroit sur cette question-là. Donc là, Yves Michaud devient, avec quelques autres, une des incarnations du courant nationaliste qui ne cède pas dans l'après-référendum à la manie du nationalisme pseudo-civique, entre guillemets, qui était dans les faits un nationalisme sans culture, sans langue, sans histoire, sans mémoire. C'était l'espèce de réaction hyper paniquée des souverainistes à la déclaration de Jacques Parizeau après le référendum, on s'en souvient, sur l'argent des votes ethniques. Donc, les souverainistes ont développé une mauvaise conscience à ce moment-là. Ils étaient gênés. Ils n'assumaient plus la dimension identitaire du projet souverainiste. Et Yves Michaud ne se pliait pas devant ça. Il y a ensuite des états généraux sur la langue et Yves Michaud va porter une contestation ferme en disant voilà, il ne faut plus céder, il ne faut plus capituler sur la langue, sinon ça va donner une catastrophe. Je note que la catastrophe, on l'a eu parce qu'on ne l'a pas écouté à ce moment-là. Dans cette dynamique, il y a une forme de polémique artificielle qui est montée contre lui, une controverse odieuse, où on dit que Yves Michaud a tenu des propos antisémites et scandaleux. Et là, on a puis on demande à l'Assemblée nationale de les condamner. Puis l'ensemble de l'Assemblée nationale, sauf deux qui décident de sortir de la salle, Jean-Claude Saint-André et une autre dame dont le nom m'échappe, décident de condamner les propos d'Yves Michaud, les propos antisémites. Mais est-ce qu'on a déjà su quels étaient ces propos? On ne l'a jamais su. On est dans ce moment, on pourrait dire extravagant de notre histoire parlementaire, où on condamne des propos sans préciser de quels propos il s'agit. Et là, Yves Michaud va s'engager dans une bataille pour laver son honneur, en disant « Je m'excuse, mais pourrais-je savoir pourquoi je suis condamné? » Et on ne lui dira jamais. Et avec le temps, beaucoup de gens vont se mobiliser pour lui à ce moment-là. On était nombreux. Et pendant ce temps-là, ce qui est assez intéressant, c'est que plusieurs parlementaires, plusieurs députés qui avaient voté la motion, vont finir par s'excuser en disant « on n'aurait pas dû voter ça, mea culpa, mea maxima culpa ». Donc, plusieurs vont demander pardon à Yves Michaud. Plusieurs vont s'excuser en disant qu'ils avaient cédé à l'effet de meute, cédé à la tentation du lynchage, cédé à la tentation de la lapidation publique, et ils se sont excusés. Mais l'Assemblée nationale elle-même ne s'est jamais excusée. L'Assemblée nationale elle-même n'est jamais revenue sur cette motion scélérate, comme disait Michaud. Et je pense qu'aujourd'hui, on constate, il y a des choses, il y a deux mots qui sont terribles dans la vie, c'est trop tard. Je pense que la plupart des gens constatent aujourd'hui que l'Assemblée nationale aurait dû tout simplement s'excuser. Parce que sur le fond des choses, j'y reviens, l'honneur de M. Michaud, à mon avis, d'Yves Michaud, n'était pas atteint par cette motion scélérate. Ce sont ceux qui ont voté cette motion, qui ne se sont pas excusés ensuite de l'avoir votée, qui se sont déshonorés.
Parce qu'Yves Michaud, et là j'y reviens, est un grand patriote dans l'histoire du Québec moderne. C'est quelqu'un qui s'engage dans la Révolution tranquille. Alors, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas un des indépendantistes de la première heure. J'ai lu ça ici et là. Ça, c'est faux. Monsieur Michaud arrive à l'indépendance du Québec plus vers la fin des années 60, début 70 qu'auparavant. Qu'au début des années 60. Et Yves Michaud fait partie de ce qu'on va appeler, pendant une certaine période, l'opposition circonstancielle. L'opposition circonstancielle, qu'est-ce que c'est? C'est il y a le Bill 63. Ça, donc, il y a la question linguistique perse au Québec, évidemment, dans les années 60. Puis il y a la crise de Saint-Léonard. On s'en souvient. Donc, est-ce qu'on peut imposer l'école francophone, l'école française, ou notamment aux immigrés italiens qui, à l'époque, disaient « on n'en veut pas, nous, on veut l'école anglaise ». Puis il y a une bataille à Saint-Léonard. Et puis, dans cette crise, il y a Jean-Jacques Bertrand, le premier ministre unioniste, mais qui était de la tendance ultra-fédéraliste de son parti et non pas de la tendance nationaliste de l'Union nationale, qui, lui, propose une loi sur la liberté scolaire, entre guillemets, où, en gros, les gens, les immigrants surtout, ont le droit de choisir l'école qu'ils souhaitent, français ou anglais. Il n'y a pas de norme de prépondérance de la langue française. Et Yves Michaud apparaît, c'était déjà un journaliste de talent auparavant. Mais là, il apparaît à ce moment-là, dans son premier geste d'éclat, lui qui aimait les gestes d'éclat, il apparaît comment? En participant à ce qu'on appelait l'opposition circonstancielle. L'opposition circonstancielle, c'était des députés issus du Parti libéral. Donc, il y avait René Lévesque, il y avait Yves Michaud, il y avait des gens de l'Union nationale. De mémoire, c'était Jérôme Proulx et Mario Beaulieu, mais pas celui qu'on connaît aujourd'hui, un autre, qui se mobilisent ensemble pour dire la loi du gouvernement du Québec, le Bill 63, à l'époque, est une abomination linguistique. C'est un scandale. Puis c'est autour de ça qu'Yves Michaud, en fait, rompt avec le Parti libéral, rejoint le mouvement souverainiste, rejoint le camp national, autour donc de la question de la langue et de l'identité. Ensuite, Yves Michaud va jouer un rôle essentiel quand il va lancer Le Jour. Le Jour, on l'a oublié, mais c'est un journal souverainiste qu'à l'époque, c'était important que les souverainistes n'avaient pas accès aux médias vraiment. Donc là, il y avait un journal pour porter le mouvement souverainiste qui a joué son rôle. C'était une réussite et un échec, mais c'était quand même, ça a eu le mérite d'exister. Ensuite, il a été diplomate pour le Québec à Paris. C'est pas rien, là. Il avait des réseaux en France qui lui permettaient de mobiliser des appuis au Québec en France. Puis après ça, il y a eu cet engagement, il y a eu l'engagement, une vie riche. Et là, quand il est revenu sur le devant de la scène au moment du référendum, dans les suites du référendum, au moment du référendum, c'était pour consolider nos appuis en France. Puis dans les suites du référendum, c'est justement ce que j'ai dit pour que les souverainistes n'abandonnent pas le combat identitaire et linguistique. Et c'est à ce moment-là qu'il a été calomnié. Et c'est à ce moment-là qu'il n'a pas cédé, qu'il ne s'est pas couché, qu'il ne s'est pas compromis. Et moi, j'en reviens à ça. Yves Michaud est un de nos grands patriotes des 50 dernières années. Ceux qui l'aimaient n'ont pas cessé de l'aimer malgré les attaques qu'il a subies. C'est donc au début des années 2000. Et je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui l'ont blâmé, au fond d'eux-mêmes, doivent se dire qu'ils se sont déshonorés en cherchant à le déshonorer. C'était un grand homme et je tenais à rappeler non seulement l'affection, mais l'amitié et l'estime que j'avais pour lui. Est-ce qu'en 2026, Mathieu, la question de l'urne va être la souveraineté? Ben, je l'espère ardemment. Je l'espère ardemment. Et alors, c'est ce que nous dit Paul Saint-Pierre Plamondon. Et il n'y a pas tort de le dire. Parce que les souverainistes, trop souvent, quand ils commencent le PQ remonte dans les sondages, ils disent « Oh là là, hey, on va cacher notre option, ça pourrait nous empêcher de continuer à monter. Donc, on va mettre de côté notre raison d'être pour convaincre les gens de voter pour nous, pas pour notre raison d'être. » On a vu ce que ça a donné historiquement. Ça a donné un parti souverainiste qui n'était pas capable d'inspirer. Et là, qu'est-ce que PSPP fait? Et moi, je pense qu'il a la bonne stratégie sur ça. Il dit un instant, là, un vote pour le Parti québécois est un vote pour la souveraineté. Si vous votez pour nous, vous votez pour la prochaine étape. Et là, on va avoir un référendum. Donc, ça ne sera pas un référendum surprise. Et moi, je pense que, tu sais, on se demande quelquefois pourquoi la souveraineté ne monte pas suffisamment dans les sondages. Mais je pense que pendant longtemps, les souverainistes se contentaient de ce que j'appelle des souverainistes non pratiquants. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Allez-vous à la messe? Non. Bon. Eh bien, de la même manière, êtes-vous pour la souveraineté? Oui. Avez-vous l'intention de la faire? Non. Bon. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on a un leader souverainiste qui dit un instant, c'est sérieux. C'est le cœur du projet. Puis ceux qui vont se rallier à nous autour de la question de l'indépendance. Ceux qui vont se rallier à nous autour du référendum à venir. Donc, tous ceux qui vont se rallier au Parti québécois dans les prochaines années, il va en avoir des gens qui vont vouloir être candidats, des gens qui vont vouloir être ministres, des gens qui ont des ambitions politiques. Ils vont pas se rallier à une instance de gestion provinciale. Ils vont se rallier à un parti qui s'engage et qui, autrement dit, va forcer les Québécois à se positionner. Parce que les Québécois ont d'immenses qualités. Dieu sait que j'aime mon peuple, mais on a un petit défaut, on est lambineux. Hein? On aimerait ça ne pas choisir. On aimerait ça que les autres choisissent pour nous quelquefois. Et bien là, en forçant les Québécois à se prononcer sur la question, donc en disant, il y a une élection, il y aura un référendum, on revit
mais de manière, je crois, gagnante. Cette fois, la séquence de 1994. Puis j'ai posté aujourd'hui sur Twitter et sur Facebook une interview de Simon Durivage avec Jacques Parizeau en 1988. Parce que moi, j'aime beaucoup les références historiques. Puis moi, c'est une vidéo que je regarde de temps en temps, pour ne pas dire souvent, depuis très longtemps. Et je trouve qu'elle éclaire l'actualité présente, parce que là, on a un Simon Durivage qui est tout étonné. Il dit, là, vous voulez dire que vous voulez placer la souveraineté au cœur de votre engagement, mais qu'est-ce qui arrive si les gens ne veulent pas en entendre parler? Parizeau répond, mais on va leur en parler, on va les convaincre que c'est la bonne affaire. Comme quoi, la politique ne consiste pas à se mettre à la remorque des sondages, mais la politique consiste à convaincre les gens des convictions qu'on a. Donc, qu'on soit ensuite souverainiste ou pas souverainiste, qu'on soit fédéraliste ou pas fédéraliste, il est bien que les souverainistes s'assument de manière décomplexée. Ça clarifie le débat. Ça fait en sorte que la question nationale n'est plus un objet de spéculation lointaine. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire un jour si jamais on a la possibilité qu'un jour il y ait... Et là, non. C'est cette idée qu'on fonce. Et puis là, que les Québécois soient amenés à prendre la grande décision de leur histoire, parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. S'il n'y a pas de troisième référendum, c'est l'équivalent d'un non-référendum. Parce qu'on arrive à ce moment de l'histoire où soit les indépendantistes l'emportent bientôt, soit ils ne pourront plus jamais l'emporter à cause du basculement démographique qu'on connaît, puis de l'incapacité d'intégrer dans le cadre canadien. Donc pour moi, c'est fondamental ce qui se passe là. Et je trouve il est bien qu'on le sache d'avance. Puis contrairement à ce qu'on pense, je pense que ça ne va pas entraîner une régression des souverainistes. Ça va faire en sorte que les gens vont se dire, mais ils sont sérieux, donc on va prendre leur projet au sérieux. Mais Mathieu, quand on regarde les derniers chiffres du sondage léger, il y a davantage de gens qui n'en veulent pas de souveraineté, là. Ben, t'as tout à fait raison, mais à un moment donné, le rôle des indépendantistes consiste à convaincre les gens que c'est une bonne affaire. Je veux dire, il y a une majorité de gens qui veulent pas du programme du Parti conservateur. Les conservateurs ne démissionnent pas, puis ils continuent de chercher à convaincre le monde. Le Parti libéral est à 4% chez les francophones aujourd'hui. 4%, il continue d'exister, puis ils se disent qu'un jour, ils vont revenir. Oui, mais la pente est raide. Ah je sais pas qu'il est pas raide, mais cela dit, Parizeau, dans ce que j'évoquais, dans l'entretien de 1988, les souverainistes sont à 38%. Puis là, il y a quelques années auparavant, on ne sondait même plus sur la souveraineté tellement que c'était dans le cave. Les indépendantistes étaient tellement en dessous du niveau de la mer qu'on pouvait... S'ils continuaient à creuser, ils auraient trouvé du pétrole. Bon. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit... Puis c'est réapparu. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines années? Le choc avec la Cour suprême sur la loi 21, la crise migratoire qui n'est pas à la veille de finir, Montréal qui continue de se défranciser puis de s'angliciser, les Québécois qui constatent que chaque fois qu'ils ont besoin de nouveaux pouvoirs, Ottawa dit non. Donc, quand on a tout ça à l'esprit, eh bien, le contexte va fabriquer des souverainistes. Mais il ne peut fabriquer des souverainistes que s'il y a des souverainistes qui sont là pour faire leur travail d'apostolat, leur travail de conviction. Et de ce point de vue, la conjonction d'une circonstance forte, la crise constitutionnelle qui revient, et d'un souverainisme résolu, ça crée les conditions. Je ne dis pas d'une victoire assurée, hein, je ne suis pas fou, là. Mais je dis que c'est la première fois depuis un bon moment que les souverainistes se disent qu'ils reprennent l'initiative, ils ne reculeront pas, ils se disent la victoire est possible, puis on va miser sur le fait que, portant tout cela, les Québécois sont capables de se rallier. Moi, je trouve que c'est assez, puis il y a plein de choses qu'on peut critiquer de PSPP, hein. Et puis, il y a bien des choses qu'on peut critiquer du PQ. C'est un parti qui est enfermé dans une conception désuète de la social-démocratie. C'est un parti qui, trop souvent, a une forme d'attachement maladif à l'État-providence. C'est un parti qui va pas assez loin sur les questions identitaires, même s'il va plus loin qu'il ne l'a jamais été depuis 15 ans. Très bien. Mais le fait est que pour une fois que les indépendantistes disent que l'indépendance, c'est assez sérieux pour qu'on essaie de la faire, je dis bonne nouvelle. En France, il y a une question qui fait débat actuellement. Est-ce que Aya Nakamura va chanter oui ou non au Jeux de Paris? Je te résume ça en 15 secondes parce qu'on arrive au terme de notre entretien. Aya Nakamura, grande figure de la chanson française en un sens aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est pas mon genre, dire ça comme ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que, c'est une dame d'origine malienne, si je ne me trompe pas, française depuis quelques années, puis elle a un vrai succès, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, ce qui est fascinant, c'est que quand Emmanuel Macron a lancé son nom sur le mode un peu provocateur, eh bien, ce qu'on nous explique, c'est si on n'est pas d'accord avec sa nomination, parce qu'on n'aime soit pas son style, soit on n'aime pas sa musique, soit on pense que c'est pas elle qui incarne la tradition c'est pas l'héritière de la chanson française, on se fait traiter de raciste. Des gens se font traiter de raciste sans arrêt. Le président du Sénat se fait traiter de raciste. Des hommes politiques, des intellectuels se font traiter de raciste simplement pour dire on préférerait que ce soit pas elle. Pas pour des questions de couleur de peau, de race, d'ethnie, rien de tout ça. Parce qu'on pense que son style musical n'est pas l'héritier du style musical français. Est-il possible de ne pas aimer Madame Nakamura, ou de ne pas aimer le rap, ou de ne pas aimer certains styles musicaux sans se faire traiter de raciste? C'est un peu la question qu'on se pose en France depuis 2 semaines et qu'on va continuer à se poser jusqu'aux Jeux olympiques. Merci Mathieu, bon épisode. Bye bye.